On dit que l'amour d'une mère est inconditionnel, qu'il ne faillit jamais, ne vacille jamais. Mais personne ne vous dit ce qui se passe quand cet amour est utilisé comme une arme contre vous. Je n'aurais jamais cru que mon fils me regarderait dans les yeux et sourirait en me détruisant. Mais c'est exactement ce que Jason a fait la veille de Noël, debout dans l'embrasure de ce qui me semblait autrefois être ma maison, regardant sa femme, Kelsey, me fourrer un sac d'épicerie en plastique dans les mains tremblantes. « Prends tes déchets et sors », a sifflé Kelsey, sa voix dégoulinant de mépris. À l'intérieur de ce sac, il y avait mes vêtements de 3 jours, jetés pêle-mêle comme des ordures, sans manteau, sans médicaments, juste un sac qui aurait tout aussi bien pu être vide pour toute la protection qu'il offrait contre l'hiver du Midwest qui attendait dehors. « Bonne chance pour survivre, maman », a dit Jason. Et ce sourire narquois sur son visage me hantera jusqu'au jour de ma mort. Puis il a pris ma clé de maison, celle que je portais depuis 2 ans, croyant que c'était aussi ma maison. Il l'a arrachée de mon trousseau de clés pendant que je restais là, sous le choc, et il a verrouillé la porte derrière moi avec un déclic qui a sonné comme un coup de feu dans l'air glacial. La neige tombait déjà drue. La veille de Noël à Naperville, dans l'Illinois, et j'avais 72 ans, debout sur un porche que mon argent avait aidé à construire, jeté dehors comme le déchet que Kelsey disait que j'étais. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander quelque chose. D'où regardez-vous ceci en ce moment? Quelle heure est-il où vous êtes? Je veux que vous laissiez un commentaire et que vous me le fassiez savoir, car cette histoire, ce qui m'est arrivé et ce que je vais vous raconter, c'est important. Et si vous m'écoutez, si vous me donnez votre temps, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et vous abonner, car je vous promets que ce qui va suivre changera tout ce que vous pensez savoir sur la survie familiale et sur ce que signifie vraiment se sauver soi-même. Maintenant, revenons à cette nuit-là. Le froid m'a frappé comme un coup physique. Je parle du genre de froid qui vous coupe le souffle, qui fait mal aux os instantanément. Le genre de froid qui tue les gens, surtout les gens de mon âge, sans nulle part où aller et personne à appeler. Je suis resté là, sur ce porche, pendant peut-être 30 secondes, tenant ce sac pathétique, fixant la porte. Une partie de moi n'arrêtait pas de penser que Jason l'ouvrirait à nouveau, que c'était une mauvaise blague, que mon fils, mon unique enfant, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père, se souviendrait de qui j'étais, se souviendrait que j'étais sa mère. Mais la porte est restée fermée. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir la lueur chaude de leur sapin de Noël, celui que j'avais aidé à décorer il y a à peine 3 jours, pendant que Kelsey faisait des commentaires sur la façon dont je le faisais mal. Je pouvais voir leur salon, les meubles de couleur crème que j'avais aidé à payer quand ils disaient qu'ils étaient dans le pétrin le printemps dernier. Je pouvais même voir Jason s'éloigner de la porte pour retourner vers la cuisine où les parents de Kelsey attendaient probablement, se félicitant probablement de s'être enfin débarrassés de moi. La neige tombait plus fort maintenant. De gros flocons humides qui collaient à tout. Mon mince cardigan était déjà trempé. J'avais des chaussons, le genre avec une petite semelle en caoutchouc conçue pour se déplacer à l'intérieur, pas pour marcher dans un blizzard. Je dois expliquer quelque chose ici. Je ne suis pas une femme faible. Je ne l'étais pas, en tout cas. J'ai travaillé comme infirmière à l'hôpital pendant près de 40 ans dans le sud de Chicago. J'ai élevé Jason seul après la perte de mon mari. J'ai survécu à des choses qui auraient brisé d'autres personnes. Mais debout là, dans cette neige, regardant mon fils choisir la cruauté de sa femme plutôt que sa propre mère, j'ai senti quelque chose en moi se briser que je ne savais pas pouvoir se briser. Ce n'était pas seulement le froid. C'était le poids de la prise de conscience qui s'abattait sur moi d'un seul coup. C'était réel. Il me jetait vraiment dehors la veille de Noël dans une tempête de neige, sans nulle part où aller et presque sans argent, car je leur avais tout donné. Mes pieds étaient déjà engourdis dans ces chaussons inutiles. Je sentais la neige s'infiltrer à travers le tissu. Ce froid humide et affreux qui va droit aux os. Le vent s'est levé, projetant de la neige sur mon visage, et j'ai réalisé que je devais faire un choix. Rester là et geler sur leur porche, ou commencer à marcher. J'ai marché, non pas parce que j'avais un plan, non pas parce que je savais où j'allais, mais parce qu'un instinct animal de survie s'est déclenché. Le même instinct qui m'avait fait tenir à travers toutes les autres choses terribles que la vie m'avait jetées. Mes pieds se sont déplacés l'un devant l'autre, descendant ces marches de porche que j'avais gravies 1000 fois, transportant des courses, transportant leurs enfants, portant le poids de leur vie pendant qu'ils vidaient la mienne. Le quartier était calme. Tout le monde était à l'intérieur avec sa famille, avec ses sapins de Noël, ses dîners chauds et ses vies normales. Personne n'a vu une vieille femme se traîner dans la neige en chaussons,
serrant un sac en plastique et essayant de ne pas pleurer. Je veux vous dire que je me suis senti en colère tout de suite. Que j'ai ressenti une fureur juste face à ce qu'il m'avait fait. Mais ce n'est pas vrai. Ce que j'ai ressenti, c'était un engourdissement. Et pas seulement à cause du froid. J'ai ressenti une sorte d'incrédulité si complète que mon cerveau ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Ça devait être un cauchemar. J'allais me réveiller et rien de tout ça ne serait réel. Mais mes pieds devenaient de plus en plus mouillés et froids à chaque pas. C'était réel. Le vent qui coupait à travers mon cardigan était réel. La neige qui s'accumulait sur mes épaules était réelle. Et quelque part derrière moi, dans cette maison que mon argent avait aidé à acheter, mon fils était probablement assis pour le dîner de la veille de Noël, riant avec la famille de sa femme, soulagé que je sois enfin parti. J'ai continué à marcher parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Il y avait un parc à quelques pâtés de maison. J'y avais emmené les enfants de Jason à des temps meilleurs, les poussant sur les balançoires pendant que Kelsey restait à la maison à faire ce qu'elle faisait de si important, bien plus que de s'occuper de ses propres enfants. Peut-être que je pourrais trouver un banc. Peut-être que je pourrais m'asseoir et réfléchir à mon prochain mouvement. Peut-être que je pourrais juste me reposer une minute parce que soudain, j'étais si fatigué, plus fatigué que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Fatigué dans mon âme. La neige continuait de tomber et je continuais de marcher, et cette petite lueur d'instinct de survie qui m'avait fait quitter leur porche commençait à s'estomper, car la vérité s'installait maintenant. Lourde et froide comme la neige elle-même, je n'avais nulle part où aller, pas d'argent, pas d'amis à Naperville parce qu'ils m'avaient complètement isolé. Pas de famille, sauf celle qui venait de me jeter. J'étais seul dans le froid. Et pour la première fois de mes 72 ans, j'ai commencé à me demander si c'était ainsi que mon histoire se terminerait. Je l'ai oublié la veille de Noël pendant que mon fils mangeait du jambon et faisait comme si je n'avais jamais existé. Mais voici ce que Jason et Kelsey ne savaient pas. Voici ce qu'ils n'auraient jamais pu savoir en verrouillant cette porte et en retournant dans leur maison chaude. Cette nuit-là, dans la neige, quelque chose allait se produire qui changerait tout. Non seulement pour moi, mais pour eux aussi. Parce que parfois, quand on jette quelqu'un comme un déchet, l'univers a une façon de vous montrer exactement ce que vous avez fait. Et parfois, les personnes que vous rejetez sont celles qui finissent par survivre, par s'épanouir même. Continuez à regarder, car ce qui s'est passé ensuite, ce que je vais vous raconter dans les chapitres à venir, c'est là que l'histoire commence vraiment. Pour comprendre comment je me suis retrouvé à marcher dans cette tempête de neige avec rien d'autre qu'un sac en plastique, vous devez savoir comment je suis arrivé à Naperville en premier lieu. J'ai grandi dans le sud de Chicago, dans un quartier où les gens savaient travailler dur et veiller les uns sur les autres. Mes parents n'avaient pas grand-chose, mais ils m'ont appris la valeur de gagner sa vie. Alors, à 18 ans, je me suis inscrite à l'école d'infirmière. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Et pendant les 38 années suivantes, j'ai porté cette blouse avec fierté. J'ai travaillé aux urgences d'un hôpital du Sud, où les nuits étaient longues et les cas difficiles, blessures par balle, surdose, crise cardiaque, bébés naissant dans les couloirs parce que nous n'avions pas assez de chambres. J'ai vu l'humanité sous son pire et son meilleur jour. Et j'ai appris quelque chose d'important pendant ces années, comment survivre, comment rester forte et comment prendre soin des gens même quand ils ne le méritaient pas. J'ai rencontré mon mari, Félix, à cet hôpital. Il était ambulancier, et la première fois qu'il a fait passer un patient par ses portes des urgences, j'ai su qu'il était différent. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard et Jason est arrivé 3 ans après. Nous avons acheté un petit bungalow à Oaklawn. Rien d'extraordinaire, mais c'était le nôtre. Chaque paiement d'hypothèque, chaque réparation, chaque amélioration, nous l'avons gagné ensemble. Puis Félix est mort. Crise cardiaque à 51 ans. Juste là, dans notre salon, pendant que Jason était à l'université. Une minute, il se plaignait du match des Bears, la minute d'après, il était parti. Juste comme ça, j'étais seul. Mais j'avais la maison. J'avais mon travail. J'avais mon indépendance. Et surtout, j'avais Jason, qui est rentré de l'école et m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, me promettant que tout irait bien, que nous nous en sortirions ensemble. Pendant des années, cette promesse a tenu bon. Jason a obtenu son diplôme, s'est marié avec Kelsey, a commencé sa carrière dans la vente. Ils ont eu 2 beaux enfants. On se voyait pour les vacances et les anniversaires. Ce n'était pas parfait, mais c'était la famille. Et j'étais reconnaissante. Puis est venue la conversation qui a tout changé.
Jason m'a appelé un soir, la voix pleine d'excitation. Lui et Kelsey avaient trouvé la maison de leur rêve à Naperville. Un quartier magnifique, de superbes écoles, parfait pour élever les enfants. Mais il y avait un problème. Il leur manquait juste un peu pour la compte. Si je pouvais les aider, peut-être vendre le bungalow et mettre nos ressources en commun, on pourrait tous vivre ensemble. Pense-y, maman, a-t-il dit. Tu ne serais plus seule. Les enfants auraient leur grand-mère juste là. On serait une vraie famille sous un même toit. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. J'aurais dû poser plus de questions. Mais j'étais seul dans ce bungalow sans Félix, et l'idée d'être proche de mes petits-enfants, d'être de nouveau nécessaire. C'était trop tentant pour résister. Alors j'ai vendu la maison d'Oaklawn. La maison dans laquelle Félix et moi avions construit notre vie. La maison où j'avais élevé Jason. La maison qui représentait 30 ans de travail acharné et de sacrifice. J'ai pris cet argent, près de 400 000 $, et je l'ai donné à mon fils. Pas prêté. Donné, parce que Jason a dit que nous achetions la maison de Naperville ensemble, que nous serions tous les deux sur l'acte de propriété, que c'était un investissement dans l'avenir de notre famille. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque les documents ont été finalisés, seuls les noms de Jason et Kelsey sont apparus sur cet acte. Quand j'ai posé la question, Jason a balayé ça d'un revers de la main. Juste une formalité, maman. Ça facilite l'hypothèque. Ne t'inquiète pas. C'est aussi ta maison. Je l'ai cru. Que Dieu m'aide, je l'ai cru. Les premiers mois à Naperville ont été plutôt agréables. J'avais ma propre chambre au premier étage. J'aidais avec les enfants, je préparais les repas, je gardais la maison propre. Kelsey semblait assez agréable, me demandant toujours de garder les enfants pendant qu'elle tenait sa boutique ou rencontrait des amis pour le déjeuner. Jason travaillait de longues heures, mais quand il rentrait à la maison, il me serrait dans ses bras et me remerciait pour tout ce que je faisais. Je me sentais utile. Je me sentais désiré. J'avais l'impression que c'était peut-être la bonne décision après tout. Mais il y avait de petites choses que j'ai remarquées. De petits commentaires de Kelsey sur la façon dont je chargeais mal le lave-vaisselle, dont je pliais mal les serviettes, dont j'étais trop bruyante le matin quand je préparais mon café. Rien de grave, rien qui ne vaille la peine de faire des histoires. Je me suis dit qu'elle était juste pointilleuse sur sa maison, que je devais m'adapter à sa façon de faire les choses. Puis les demandes ont commencé. Pourrais-je faire quelques courses? Pourrais-je faire le plein d'essence quand j'empruntais la voiture? Pourrais-je contribuer un peu aux factures de services publics puisque j'utilisais aussi l'eau et l'électricité? Toutes des demandes raisonnables. Toutes des choses que j'étais heureuse de faire parce que je vivais chez eux. Sauf que ce n'était pas leur maison. Pas entièrement. Mon argent avait rendu cette maison possible. Mes 400 000 $ avaient couvert la compte et plus encore. Sans moi, ils loueraient toujours un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste hoché la tête, souri, écrit les chèques, acheté les courses et fait le plein d'essence, parce que c'est ce que font les mères. On se sacrifie. On donne. On se fait plus petite pour que nos enfants puissent être plus grands. J'ai continué à travailler à l'hôpital aussi, même si j'avais dépassé l'âge de la retraite. 3/4 de travail par semaine, parce que l'hôpital était toujours en sous-effectif et parce que j'avais besoin de quelque chose qui soit à moi, une partie de ma vie qui existait en dehors de cette maison de Naperville. L'argent que je gagnais servait à aider Jason et Kelsey. Ils ne m'ont jamais demandé d'où ils venaient ni ne m'en ont remercié. Ils l'ont simplement pris comme si c'était leur droit. En y repensant maintenant, je peux voir comment c'est arrivé. Comment, lentement et soigneusement, ils ont construit la cage autour de moi. Comment ils ont pris mon argent, mon indépendance, mon estime de moi, pièce par pièce, jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus. Mais debout dans cette maison pendant ces premiers mois, regardant mes petits-enfants jouer, entendant Jason rire à table, je me suis convaincu que j'avais fait le bon choix. Je me suis convaincu que la famille valait n'importe quel sacrifice. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Aucune idée de combien les choses allaient empirer. Aucune idée que le fils que j'avais élevé, le garçon que j'avais aimé plus que ma propre vie, prévoyait déjà comment se débarrasser de moi. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, aurais-je fait les choses différemment? Aurais-je gardé mon bungalow, mon indépendance, mon argent? Peut-être, probablement. Mais on ne peut pas changer le passé.
On ne peut que le survivre et en tirer des leçons. Et ce que j'ai appris en marchant dans cette tempête de neige la veille de Noël, c'est que parfois les personnes que l'on aime le plus sont celles qui nous blessent le plus profondément. Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est ça, le truc avec la violence psychologique. Elle s'insinue si lentement qu'on ne la remarque pas avant d'être noyé dedans. Ça a commencé environ 6 mois après mon emménagement. Les commentaires de Kelsey, qui avaient toujours été faits avec un sourire, ont commencé à avoir un côté tranchant, une acuité qui me faisait tressaillir, même quand je ne le voulais pas, puisque tu vis ici sans payer de loyer, le moins que tu puisses faire, c'est de garder la cuisine plus propre, a-t-elle dit un matin en montrant une tasse de café que j'avais laissée dans l'évier. J'avais prévu de la laver après avoir fini de préparer le petit déjeuner pour les enfants, mais ça ne lui importait pas. Sans payer de loyer. Ces 2 mots sont devenus son arme préférée. Peu importe que mes 400 000 $ aient rendu la maison possible. Peu importe que je paie les courses chaque semaine, que je fasse le plein d'essence, que je couvre les factures de services publics, que j'achète des vêtements et des jouets pour les petits-enfants. Dans l'esprit de Kelsey, parce que mon nom n'était pas sur l'acte de propriété, je vivais là comme un cas de charité. Et lentement, péniblement, j'ai commencé à la croire. Puisque tu es ici sans payer de loyer, tu devrais vraiment en faire plus à la maison, disait-elle quand je m'asseyais pour me reposer après avoir plié 3 lessives. Puisque tu vis ici sans payer de loyer, peut-être que tu pourrais garder les enfants ce soir pour qu'on ait une soirée en amoureux. Ne jamais demander, toujours dire. Puisque tu es ici sans payer de loyer, je pense qu'il est juste que tu contribues davantage à l'hypothèque. Celui-là m'a dérouté, car je leur avais déjà donné des centaines de milliers de dollars. Mais quand j'ai essayé d'en parler, Kelsey a juste ri. C'était un cadeau, n'est-ce pas? On ne peut pas reprocher les cadeaux aux gens. Un cadeau? Toutes mes économies réduites à un cadeau qui, apparemment, ne venait avec aucune gratitude ni aucune reconnaissance. Jason n'a rien dit pendant ces conversations. Il était dans la pièce, faisant défiler son téléphone ou regardant la télévision, agissant comme s'il n'entendait pas sa femme détruire lentement la dignité de sa mère. Et ce silence faisait plus mal que les mots de Kelsey n'auraient jamais pu le faire. Parce que j'avais élevé Jason pour qu'il soit meilleur que ça. Je lui avais appris le respect, la gentillesse, à défendre les gens qui ne pouvaient pas se défendre. Mais quelque part en cours de route, entre son mariage avec Kelsey et la construction de sa vie à Naperville, mon fils avait oublié ses leçons. Ou peut-être qu'il ne les avait jamais vraiment apprises. La garde des enfants est devenue une attente quotidienne. Tous les matins, Kelsey dormait jusqu'à 9 ou 10 heures pendant que je préparais les enfants pour l'école, que je leur faisais le petit déjeuner, que j'emballais leur déjeuner et que je les conduisais là où ils devaient aller. Tous les après-midi, je les récupérais, je les aidais avec leurs devoirs, je préparais le dîner, je leur donnais leur bain et je les mettais au lit. Pendant ce temps, Kelsey était à sa boutique, prenait un café avec des amis ou se faisait faire les ongles. J'aimais ces enfants. Ne vous méprenez pas, ils étaient innocents dans tout ça, et passer du temps avec eux était l'une des rares joies qui me restaient. Mais ce n'était pas la relation aimante de grand-mère que j'avais imaginée. C'était du travail non rémunéré que Kelsey attendait et pour lequel elle ne m'a jamais remercié. Peux-tu aller chercher les enfants aujourd'hui? J'ai un truc. C'est tout ce qu'elle disait. Jamais quel était le truc. Ne me demandant jamais si j'avais mes propres projets. Juste une supposition que mon temps lui appartenait. Et je le faisais à chaque fois. Parce que quel choix avais-je? Où d'autre pouvais-je aller? La culpabilité est devenue ma compagne constante. Culpabilité d'occuper de l'espace dans leur maison. Culpabilité d'utiliser leur eau et leur électricité. Culpabilité de manger leur nourriture, même si c'était moi qui en achetais la plupart. Culpabilité d'exister, en gros, et d'être un inconvénient à leur parfaite vie de Naperville. Kelsey savait exactement comment utiliser cette culpabilité contre moi. Elle soupirait lourdement quand j'entrais dans une pièce, comme si ma simple présence l'épuisait. Elle faisait des commentaires sur le fait que la maison était bondée, sur le fait qu'il serait agréable d'avoir plus d'espace, sur le fait que la vie serait plus facile sans certaines complications. J'étais la complication. J'ai compris ça clairement. Le pire, c'était de voir Jason se transformer sous mes yeux. Le fils qui m'appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles, qui m'apportait des fleurs pour la fête des mères, qui me disait que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait. Ce fils a disparu. À sa place se trouvait un homme qui faisait écho aux droits de sa femme, qui me traitait comme un fardeau, qui semblait gêné par mon existence. Maman,
Kelsey a raison, a-t-il dit un soir quand j'ai essayé de lui parler de la peine que je ressentais. Tu vis ici sans payer de loyer. Peut-être que tu pourrais être un peu plus reconnaissante. Reconnaissante? Je leur avais tout donné, et ils voulaient que je sois plus reconnaissante. J'ai arrêté d'essayer de me défendre après ça. À quoi bon? Ils avaient réécrit l'histoire dans leur esprit. Dans leur version des événements, ils étaient les généreux, ouvrant leur maison à une vieille femme dans le besoin. Ma contribution, mon sacrifice, mon argent, rien de tout ça ne comptait. Alors, je suis devenue plus petite, plus silencieuse. J'ai essayé de prendre moins de place, de faire moins de bruit, d'avoir moins besoin d'attention. Je mangeais mes repas rapidement et je me retirais dans ma chambre. Je faisais les corvées avant que quiconque puisse s'en plaindre. J'anticipais leurs besoins et je les satisfaisais avant qu'ils n'aient à demander. Et pourtant, ce n'était pas assez. Parce que la vérité, c'est que Kelsey ne voulait pas d'une belle-mère serviable. Elle voulait que je parte. Et elle rendait lentement, méthodiquement, la vie si insupportable que je partirais de moi-même. Sauf que je n'avais nulle part où aller, pas de maison où retourner, pas d'économie pour recommencer. J'étais piégé dans une maison que j'avais payée, traité comme un déchet par des gens pour qui j'avais tout sacrifié. L'obligation que je ressentais était écrasante. C'était mes petits-enfants. C'était mon fils. La famille était censée rester unie, censée traverser les moments difficiles. Chaque fois que je pensais à partir, à trouver un petit appartement quelque part et à recommencer, je pensais à ces enfants grandissant sans moi. Je pensais à Jason et à la façon dont partir signifierait admettre que j'avais échoué en tant que mère. Alors, je suis resté, et j'ai souffert en silence. Et chaque jour, le mépris de Kelsey devenait plus audacieux tandis que l'indifférence de Jason devenait plus froide. Il me préparait à quelque chose. Je le vois maintenant. Me brisant pièce par pièce, pour que lorsque le coup final viendrait, je sois trop faible pour me battre. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la veille de Noël approchait. Et avec elle, une tempête de neige, un sac en plastique rempli de mes vêtements et une porte se refermant sur mon visage. Mais je m'avance. Il y a plus que vous devez comprendre sur à quel point les choses ont empiré avant cette nuit-là. Sur l'argent qu'ils ont pris, les mensonges qu'ils ont racontés et la façon dont ils ont transformé mon amour en une arme contre moi. Continuez à regarder, car cette histoire ne fait que commencer. Le vrai cauchemar a commencé environ 1 an après mon emménagement, lorsque Jason a perdu son emploi. Il est rentré un mardi après-midi, le visage pâle, les mains tremblantes. L'entreprise réduisait ses effectifs, a-t-il dit. Des coupes budgétaires, rien de personnel. Il lui avait donné une indemnité de départ, mais elle ne durerait pas longtemps. Pas avec le paiement de l'hypothèque, pas avec 2 enfants, pas avec le style de vie qu'ils avaient construit à Naperville. J'ai regardé le visage de Kelsey quand il lui a dit. Pendant une seconde, j'ai vu une peur sincère traverser ses traits. Mais ensuite, elle m'a regardé, assise tranquillement à la table de la cuisine, et cette peur s'est transformée en autre chose. Du calcul. Eh bien, a-t-elle dit lentement, ses yeux ne me quittant jamais. Je suppose qu'on doit tous participer davantage maintenant. Je travaillais toujours mes 3/4 de travail par semaine à l'hôpital. Mon salaire d'infirmière n'était pas énorme, surtout à mon âge, mais il était stable, et apparemment, il était sur le point de devenir leur bouée de sauvetage. Maman, je déteste te demander ça, a commencé Jason ce soir-là, et je sentais déjà mon estomac se nouer, mais pourrais-tu nous aider avec l'hypothèque ce mois-ci? Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. J'ai des entretiens de prévus. C'est temporaire. Temporaire. Ce mot est devenu un mensonge que j'ai entendu encore et encore dans les mois qui ont suivi. J'ai payé l'hypothèque de ce mois-là, et du mois suivant, et du mois d'après. La recherche d'emploi de Jason semblait au point mort. Il quittait la maison le matin en costume, prétendant avoir des entretiens, mais j'ai remarqué qu'il était toujours à la maison à midi, passant le reste de la journée sur le canapé ou dans son bureau à domicile à jouer à des jeux vidéo. Pendant ce temps, la boutique de Kelsey perdait de l'argent. Elle l'avait ouverte avec une telle confiance 2 ans plus tôt, convaincue qu'elle avait un œil brillant pour la mode et que les femmes de Naperville afflueraient dans son magasin. Au lieu de cela, elle avait des portants de vêtements hors de prix que personne ne voulait et un bail qu'elle ne pouvait pas se permettre. La boutique a besoin d'une injection de capital, a-t-elle annoncé un soir au dîner, utilisant des mots qui sonnaient comme si elle avait regardé des émissions d'affaires à la télévision. Juste $10 000 pour réapprovisionner et faire du marketing,
puis ça se redressera. Je lui ai donné les 10 000 $, que j'ai retirés directement de mon compte de retraite, celui que je protégeais si soigneusement, car que pouvais-je faire d'autre? Ils ont clairement indiqué que si la boutique échouait, s'ils ne pouvaient pas payer leurs factures, la maison serait en danger. Et si la maison était saisie, où irions-nous tous? Les 10 000 $ ont disparu en moins d'un mois. La boutique ne s'est pas redressée. On a besoin de 8 000 $ de plus, a dit Kelsey, ne faisant même plus semblant de s'excuser. Pour l'inventaire. Cette fois, je sais ce qui se vendra. Plus d'argent sorti de mon compte de retraite. Puis ce fut le paiement de la voiture. Puis les minimums des cartes de crédit. Puis les frais de scolarité de l'école privée des enfants, que Kelsey refusait de leur faire quitter parce que, qu'est-ce que les gens penseraient? Chaque urgence m'est tombée dessus. Chaque crise est devenue ma responsabilité de la résoudre. Et lentement, méthodiquement, mon compte d'épargne s'est vidé jusqu'à rien. Mais le pire, la partie qui me glace encore le sang, ce sont les comptes qu'ils ont mis à mon nom. Maman, on a besoin que tu co-signes cette carte de crédit, a dit Jason un après-midi, en faisant glisser des papiers sur la table de la cuisine. Notre crédit est au maximum, mais le tien est toujours bon. On la remboursera. Tu ne seras responsable de rien. C'est juste une formalité. J'ai signé parce qu'il était mon fils et que je lui faisais confiance. Puis il y a eu une autre carte, et une autre, et un prêt personnel d'une banque dont je n'avais jamais entendu parler. À chaque fois, Jason m'assurait que c'était temporaire, qu'il prendrait en charge les paiements, que mon nom n'était là que pour les aider à se qualifier. En 6 mois, j'avais plus de 40 000 $ de dettes à mon nom, des dettes que je n'avais pas créées, des achats que je n'avais pas faits, mais selon la loi, tout était à moi. Quand j'ai finalement eu le courage de les confronter à ce sujet, la réponse de Kelsey m'a donné l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Tu te plains sérieusement en ce moment » a-t-elle dit, sa voix aussi tranchante que du verre. « Tu veux que tes petits-enfants se retrouvent sans toi? Tu veux qu'ils soient à la rue parce que tu es trop égoïste pour aider ta propre famille. » Égoïste? Ce mot a flotté dans l'air comme du poison. « Pense à ce que tu dis » a ajouté Jason, et sa voix était si froide, si distante. « Ce sont tes petits-enfants. Ta chair et ton sang. Et tu t'inquiètes pour de l'argent? Quelle grand-mère fait ça? Je ne m'inquiétais pas pour de l'argent. J'étais terrifié. Terrifié parce que toutes mes économies avaient disparu. Terrifié parce que j'avais 71 ans avec des dettes que je ne pourrais pas rembourser. Terrifié parce que j'avais travaillé pendant près de 40 ans, que j'avais survécu seul après la mort de Félix, et que maintenant je n'avais rien à montrer, sauf des factures à mon nom et une famille qui me traitait comme un distributeur automatique de billets. Mais il savait exactement quoi dire pour me faire taire. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. Si tu les aimais vraiment, chuchotait Kelsey, tu ferais tout pour les protéger. Et je les aimais. Ces enfants étaient innocents dans tout ça. Ils n'avaient pas demandé des parents financièrement irresponsables. Ils n'avaient pas demandé à être utilisés comme levier émotionnel. Alors, je me suis tu, j'ai continué à payer, j'ai continué à signer tous les papiers qu'ils me mettaient devant. L'hôpital est devenu ma seule échappatoire. Ces 3 quarts de travail par semaine étaient le seul moment où je me sentais moi-même, où j'avais une valeur au-delà de mon compte en banque. Mais même ça devenait plus difficile. J'étais tout le temps fatigué. Épuisé jusqu'à l'os. Le genre d'épuisement qui vient de porter trop de poids pendant trop longtemps. Mes collègues l'ont remarqué. « Ça va ?» demandait-il. Et je souriais, je hochais la tête et je mentais, car que pouvais-je dire? Que mon fils me vidait? Que ma belle-fille me traitait comme un chéquier gênant? Que j'étais piégé dans une maison que j'avais payée mais que je ne possédais pas? La honte était écrasante. J'avais passé toute ma vie à être forte, à être indépendante, à être celle sur qui les autres pouvaient s'appuyer. Maintenant, j'étais la victime, l'idiote, la vieille femme pathétique qui avait laissé sa famille profiter d'elle. Mon estime de moi s'est érodée de jour en jour. J'ai commencé à croire ce qu'ils sous-entendaient dans leurs commentaires et leur mépris, que j'étais un fardeau, que j'avais de la chance qu'ils me laissent rester, que sans eux, je ne serais rien. J'ai arrêté de me regarder dans le miroir, j'ai arrêté de me soucier de mon apparence, j'ai arrêté de me soucier de grand-chose d'autre que de passer chaque journée sans causer de problème. C'est ce qu'ils m'avaient fait. Ils avaient pris une femme qui avait survécu à 40 ans dans une salle d'urgence, qui avait élevé un enfant seul, qui avait bâti une vie à partir de rien, et l'avaient réduite à une coquille vide.
Un fantôme entend les pièces d'une maison que son propre argent avait construite. Mais voici ce que je ne savais pas encore. Voici ce qui arrivait et que je n'aurais pas pu voir à travers le brouillard de l'épuisement et de la honte. Ils n'en avaient pas fini avec moi. Loin de là. Parce qu'une fois qu'ils auraient vidé mon compte en banque, une fois qu'ils auraient mis des dettes à mon nom, une fois qu'ils auraient pris tout ce que j'avais à donner, ils allaient prendre une dernière chose, ma présence. Ils allaient me jeter comme un déchet la veille de Noël. Et j'allais me retrouver dans la neige avec rien d'autre qu'un sac en plastique et les vêtements que j'avais sur le dos. Mais parfois, quand on perd tout, quand on touche le fond absolu, c'est à ce moment-là que quelque chose en vous se libère enfin. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on n'a plus rien à perdre. Et c'est à ce moment-là qu'on devient dangereux. Non pas parce qu'on veut se venger, mais parce qu'on se souvient enfin, de qui on était. La conversation a eu lieu un dimanche matin, début décembre. Je préparais des crêpes pour les enfants, une chose que je faisais tous les week-ends car c'était l'une des rares choses qui me procurait encore de la joie. Voir leur visage s'illuminer quand je posais l'assiette devant eux. Les entendre dire « merci » de leur petite voix douce, ça me rappelait que tout n'était pas empoisonné dans cette maison. Jason et Kelsey sont entrés ensemble dans la cuisine, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Ils ne présentaient jamais un front uni, sauf s'ils voulaient quelque chose. « Maman, il faut qu'on parle », a dit Jason, et son ton a fait geler mes mains au-dessus de la plaque chauffante. Ils se sont assis à la table de la cuisine et m'ont fait signe de les rejoindre. J'ai éteint le feu et je me suis assise, mon cœur battant déjà la chamade parce que je savais juste que ça allait être mauvais. On a beaucoup réfléchi à la situation de vie, a commencé Kelsey, sa voix prenant ce ton faussement sympathique qu'elle utilisait quand elle voulait faire semblant de s'en soucier. Et on pense qu'il est peut-être temps d'explorer d'autres options pour toi. D'autres options? Les mots flottaient dans l'air comme une menace. Quel genre d'autres options, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sache déjà. Il y a une très belle communauté de retraités près de Joliet, a dit Jason, et il ne pouvait même pas me regarder en le disant. On l'a visité la semaine dernière. Il y a des activités, des infirmières sur place et d'autres personnes de ton âge. On pense que tu y serais beaucoup plus heureuse. Plus heureuse? Comme si mon bonheur avait jamais été leur préoccupation. Vous l'avez visité sans me le dire. Ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais. On ne voulait pas te faire de faux espoirs avant de savoir si c'était faisable, a dit Kelsey doucement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont une place de libre. Tu pourrais emménager dès le mois prochain. Le mois prochain? Dans 4 semaines. Ils avaient déjà planifié ça, déjà pris des décisions sur ma vie sans m'y inclure. Je ne comprends pas, ai-je dit, bien que je comprenne parfaitement. Je pensais que c'était aussi ma maison. Je pensais qu'on était une famille. L'expression de Kelsey a changé, la fausse sympathie s'estompant pour révéler l'irritation en dessous. La vérité, c'est que ta présence ici a été très stressante pour notre mariage. Jason et moi avons besoin de notre espace. On a besoin de se concentrer sur notre relation et nos enfants sans la complication supplémentaire d'une 3e génération dans la maison. Une complication. C'est ce que j'étais devenu. Une complication à résoudre, un problème à déplacer. Maman, tu dois comprendre, a dit Jason en me regardant enfin dans les yeux. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu seras entouré de gens de ton âge. Tu n'auras pas à te soucier de cuisiner ou de nettoyer. Ce sera comme des vacances. Des vacances dans un établissement près de Joliet que je n'avais pas choisi. Payé avec de l'argent que je n'avais pas. Loin des petits-enfants que j'aimais et du fils pour qui j'avais tout sacrifié. Combien coûte cet endroit, ai-je demandé, car cela semblait un détail important qu'ils omettaient commodément. Jason s'est agité mal à l'aise. C'est environ $1800 par mois pour une chambre de base. Mais tu as ta sécurité sociale, et on pensait que tu pourrais prendre quelques quarts de travail supplémentaires à l'hôpital pour couvrir la différence. $1800 par mois en plus de toutes les dettes qu'ils avaient mises à mon nom, en plus de tout ce que je leur avais déjà donné. Et ils s'attendaient à ce que je travaille plus à 71 ans pour payer mon propre exil. Et si je ne veux pas y aller? La question est sortie comme à peine un murmure. Le visage de Kelsey s'est durci. Alors on a un problème, n'est-ce pas? Parce que c'est notre maison et on décide qui y vit. Et franchement, on a décidé que cet arrangement ne fonctionne plus. Notre maison, pas ma maison.
même si mes 400 000 $ l'avaient rendu possible, même si j'avais payé leur hypothèque pendant des mois, même si mon nom était sur des cartes de crédit et des prêts qui finançaient leur style de vie, rien de tout ça ne comptait parce que je n'étais pas sur l'acte de propriété. Jason, ai-je dit en me tournant vers mon fils, désespéré qu'il me montre un signe du garçon que j'avais élevé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais il a juste détourné le regard, la mâchoire serrée. La décision est prise, maman. On pense que Noël serait un bon moment pour un nouveau départ. Ça te donne quelques semaines pour rassembler tes affaires. Noël. Il voulait que je sois parti d'ici Noël. Le chagrin qui m'a envahi à ce moment-là était différent de tout ce que j'avais ressenti. Pire que de perdre Félix. Pire que n'importe quelle douleur que j'avais ressentie en 71 ans. Parce que ce n'était pas la mort, ni un accident, ni le destin. C'était un choix. Mon fils choisissait de me jeter. Je vous ai tout donné, ai-je dit, la voix brisée. La maison d'Oaklawn, mes économies, ma retraite. J'ai payé vos factures, gardé vos enfants, fait tout ce que vous avez demandé, et c'est comme ça que vous me remerciez. Tu vois, c'est exactement le problème, a claqué Kelsey. Tu nous reproches toujours ça, tu agis toujours comme si on te devait quelque chose. Cet argent était un cadeau. Tu as choisi de le donner. Personne ne t'a forcé. Je l'ai donné parce que tu as dit qu'on était une famille. Parce que tu as dit que c'était aussi ma maison. Eh bien, les choses changent, a dit froidement Kelsey. Et en ce moment, on a besoin que tu l'acceptes et que tu passes à autre chose. L'établissement de geôlier est parfaitement adéquat. Tu devrais être reconnaissante qu'on ait trouvé quelque chose dans tes prix. Reconnaissante. Ce mot encore. Le mot qu'ils utilisaient pour me matraquer et me soumettre depuis des mois. J'ai regardé Jason. Je l'ai vraiment regardé, cherchant toute trace du fils dont je me souvenais. Le garçon qui me tenait la main dans les épiceries. L'adolescent qui venait me voir quand il avait des problèmes. Le jeune homme qui a pleuré dans mes bras quand son père est mort. Mais cette personne était partie. À sa place se trouvait un étranger qui avait appris à valoriser l'argent et le confort plutôt que la loyauté et l'amour. Un homme qui avait laissé sa femme le convaincre que sa propre mère était jetable. Quand dois-je partir, ai-je demandé finalement. Car que pouvais-je dire d'autre? La veille de Noël serait idéale, a dit Kelsey. Comme si elle discutait de plans pour le dîner. Mes parents viennent nous rendre visite et ce serait bien d'avoir une maison propre sans personnes supplémentaires. Des personnes supplémentaires. Je n'étais plus de la famille. Je n'étais même plus une personne avec des sentiments et des droits. J'étais en trop, inutile, dans le chemin. Je me suis levé de cette table et j'ai marché jusqu'à ma chambre. Mes jambes tremblaient si fort que je pouvais à peine me tenir debout. Derrière moi, j'ai entendu Kelsey dire quelque chose à Jason. Je les ai entendus rire de quelque chose. J'ai entendu la vie continuer comme s'il ne venait pas de me détruire. C'est là que j'ai compris toute l'étendue de ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent, ils avaient pris ma maison, ma dignité, mon estime de moi. Ils m'avaient systématiquement brisé jusqu'à ce que je croie que je méritais ce traitement. Et maintenant, ils me jetaient comme si je n'avais jamais compté du tout. La veille de Noël était dans 3 semaines. 3 semaines pour trouver comment j'allais survivre. 3 semaines pour emballer ce qui restait de ma vie et disparaître dans un établissement de geôlier où je passerais mes dernières années seul. 3 semaines jusqu'à la nuit où tout s'effondrerait d'une manière que personne d'entre nous n'aurait pu prédire. Ces 3 semaines sont passées dans un flou d'angoisse et de déni. Je regardais les appartements en ligne pendant mes pauses à l'hôpital, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Je pouvais me permettre avec le peu qui restait de ma sécurité sociale après avoir payé les minimums sur la dette qu'ils m'avaient mise sur le dos. Mais tout était trop cher, trop loin, ou exigeait des cautions que je n'avais pas. L'établissement de geôlier n'arrêtait pas d'appeler. Jason leur avait donné mon numéro sans demander. Il voulait fixer une date d'emménagement. Il voulait de la paperasse. Il voulait de l'argent d'avance que je n'avais pas. J'ai arrêté de répondre à mon téléphone. La maison est devenue plus froide à l'approche de Noël. Et je ne parle pas seulement de la température. Kelsey me parlait à peine, sauf pour faire des demandes. Jason m'évitait complètement. Même les enfants semblaient distants, sentant probablement la tension même s'ils ne la comprenaient pas. Je continuais d'espérer que quelque chose changerait, que Jason se souviendrait de qui j'étais, de qui il était,
que le matin de Noël viendrait et que nous trouverions un moyen de redevenir une famille. Mais la veille de Noël est arrivée, et avec elle, les parents de Kelsey. Ils sont arrivés dans leur berline de luxe à 15 heures, et j'ai regardé de la fenêtre de ma chambre Kelsey se précipiter pour les accueillir. Sa mère portait un manteau de fourrure. Son père portait des sacs de courses de magasins chers. Ils ressemblaient à des gens qui n'avaient jamais lutté un seul jour de leur vie. Je suis resté dans ma chambre pendant qu'ils s'installaient, ne voulant pas causer de problème. Mais vers 17 heures, mon estomac a commencé à gargouiller. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner, et j'ai pensé que je pourrais peut-être me glisser dans la cuisine, me faire un sandwich et disparaître dans ma chambre avant que quelqu'un ne le remarque. J'avais tort. Je suis entré dans la cuisine en peignoir, le bleu doux que j'avais depuis des années, prévoyant juste d'être rapide et silencieuse. Mais Kelsey était là avec sa mère, toutes deux buvant du vin et riant de quelque chose. Le rire s'est arrêté à la seconde où elles m'ont vu. Sérieusement, a dit Kelsey, sa voix vive de dégoût. Tu te promènes en peignoir avec des invités à la maison. Je venais juste chercher quelque chose à manger, ai-je dit doucement. Je ne serai là qu'une minute. Ce n'est pas la question, est intervenue sa mère en me regardant de haut en bas comme si j'étais quelque chose de sale. C'est la veille de Noël. On a de la compagnie et tu te promènes comme si tu habitais ici. J'habite ici, ai-je voulu dire. Où j'habitais, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Retourne dans ta chambre, a ordonné Kelsey. On prépare le dîner et on n'a pas besoin de toi dans le chemin, je n'ai pas mangé depuis ce matin, ai-je dit, détestant le son de ma petite voix. J'ai juste besoin de me faire un sandwich rapide. Il n'y a rien à manger pour toi, a claqué Kelsey. Tout ce qui est dans cette cuisine est pour le dîner de ce soir. Pour notre dîner de famille, dont tu ne fais pas partie. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Ne pas faire partie de la famille, dit à voix haute devant sa mère. La veille de Noël. Kelsey, c'est aussi ma nourriture, ai-je dit en trouvant une petite étincelle de courage. J'ai acheté ces courses la semaine dernière. Oh, on y retourne, a dit Kelsey en se tournant vers sa mère avec une expression exaspérée. Tu vois à quoi j'ai à faire face? C'est toujours j'ai payé ça et j'ai acheté ça. Elle agit comme si on lui devait quelque chose juste parce qu'elle aide de temps en temps. Aider de temps en temps, comme si je n'avais pas payé leur hypothèque, leur facture, leur carte de crédit. Comme si je ne leur avais pas donné toutes mes économies. Kelsey, s'il te plaît, ai-je dit, mes yeux se remplissant de larmes. J'ai juste faim. Je n'essaie pas de causer de problème. Tu es le problème, a crié Kelsey. Et sa voix était si forte que Jason est arrivé en courant du salon avec son père juste derrière lui. Qu'est-ce qui se passe, a demandé Jason. Ta mère se promène en peignoir, mettant mes parents mal à l'aise, a dit Kelsey. Et elle se plaint encore de la situation alimentaire. J'en ai assez. Jason m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose dans ses yeux. De l'hésitation, peut-être une lueur du fils que je connaissais. Mais ensuite, il a regardé Kelsey, ses parents qui se tenaient là, regardant, et je l'ai vu faire son choix. Maman, tu dois retourner dans ta chambre, a-t-il dit. Jason, j'ai faim. Je veux juste manger quelque chose. Alors tu aurais dû y penser avant de sortir habillé de manière inappropriée, a-t-il dit, la voix froide. Tu nous embarrasses. M'embarrasser? Je les embarrassais en existant, en ayant faim, en osant entrer dans une cuisine dans une maison que mon argent avait achetée. Quelque chose en moi a craqué. C'est aussi ma maison, ai-je dit plus fort que je ne le voulais. Je l'ai payée. J'ai payé vos factures pendant plus d'1 an. Vous m'avez tout pris, et maintenant vous ne me laissez même pas manger. C'est ça, a dit Kelsey, le visage rouge. J'en ai assez de ton attitude. Sors. Quoi? Tu m'as entendu. Prends tes affaires et sors de ma maison tout de suite. J'ai regardé Jason, attendant qu'il intervienne, qu'il dise à sa femme qu'elle était déraisonnable. Mais il est juste resté là, la mâchoire serrée, refusant de me regarder dans les yeux. Jason, c'est la veille de Noël, ai-je dit, la voix brisée. S'il te plaît. Je pense que Kelsey a raison, a-t-il dit doucement. Tu dois partir. Ça ne marche clairement pas, mais où suis-je censé aller? Il gèle dehors. Il y a une tempête qui arrive. Ce n'est plus notre problème, a dit Kelsey. Tu as 15 minutes pour faire un sac et sortir et me donner ta clé.
Tu ne peux pas la jeter dehors dans une tempête de neige, a dit le père de Kelsey, et pendant un moment, j'ai ressenti une bouffée d'espoir. Mais Kelsey l'a fait taire d'un regard. C'est entre nous et elle. Ne t'en mêle pas, je suis resté là, figé, incapable de traiter ce qui se passait. C'était vraiment ça. Il me jetait vraiment dehors la veille de Noël dans un blizzard. 10 minutes maintenant, a dit Kelsey. Ou j'appelle la police et je te fais l'expulser pour intrusion. Intrusion dans une maison que j'avais payée. Je suis allé dans ma chambre sur des jambes tremblantes et j'ai pris ce que je pouvais. Des vêtements, mon chargeur de téléphone, mes médicaments. J'ai tout fourré dans un sac d'épicerie en plastique parce que je ne trouvais pas ma valise et que je n'avais pas le temps de chercher. Quand je suis revenu, ils étaient tous là, attendant. Les parents de Kelsey avaient l'air mal à l'aise mais n'ont rien dit. Jason ne voulait toujours pas me regarder, et Kelsey. Kelsey avait un sourire sur son visage. Elle a tendu la main. La clé. Je la lui ai donnée, la regardant la prendre comme un trophée. Bonne chance pour survivre, maman, a dit Jason, et ce sourire narquois sur son visage, ce horrible sourire narquois, il a tué la partie de moi qu'il aimait encore. La porte s'est fermée derrière moi, et j'ai entendu le verrou cliquer. J'étais debout dans la neige, tenant un sac en plastique, portant des chaussons et un mince cardigan. Et le blizzard ne faisait que commencer. Les premiers pas loin de cette maison ont été les plus difficiles que j'ai jamais faits. Mes pieds étaient déjà mouillés, les minces chaussons n'offrant aucune protection contre la neige qui tombait maintenant en nappes épaisses. Le vent traversait mon cardigan comme si je ne portais rien. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai continué à avancer, un pied devant l'autre, loin de la lueur chaude de leurs fenêtres, loin de la vie que je pensais être la mienne. Les rues de Naperville étaient étrangement calmes. Tout le monde était à l'intérieur avec sa famille, probablement en train de s'asseoir pour le dîner de la veille de Noël en ce moment même. À travers les fenêtres éclairées, je pouvais voir des sapins de Noël et des gens qui riaient, et le contraste entre leur chaleur et ma situation ressemblait à une blague cruelle. Je n'avais aucun plan, aucune destination, juste un vague souvenir d'un parc à quelques pâtés de maisons où j'avais emmené les petits-enfants l'été dernier. Cela semblait un endroit aussi bon qu'un autre pour réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. La marche a semblé interminable. Chaque pas envoyait une douleur aiguë dans mes pieds alors que le froid pénétrait plus profondément. Mes mains étaient déjà engourdies, serrant ce sac en plastique comme une bouée de sauvetage. La neige s'accumulait rapidement, déjà à quelques centimètres de profondeur, et marcher dedans en chaussons, c'était comme patauger dans de l'eau glacée. J'ai croisé un jeune couple se dépêchant vers leur voiture, probablement en retard pour une fête. Ils ne m'ont même pas jeté un coup d'œil. Pourquoi l'auraient-ils fait ? Juste une vieille femme qui se promenait. Ils ne pouvaient pas voir le désespoir, la trahison, la dévastation absolue qui émanait de chaque centimètre de mon corps gelé. Au moment où j'ai atteint le parc, je ne sentais plus du tout mes pieds. Les équipements de jeu avaient l'air fantomatiques dans l'obscurité, recouverts de blanc, et les bancs le long du sentier de promenade étaient à peine visibles sous la neige qui s'accumulait. Je me suis dirigé vers le banc le plus proche et je m'y suis effondré. Le froid du métal a immédiatement traversé mon pantalon fin, mais je n'en avais plus rien à faire. Mon corps tremblait si violemment que je pouvais à peine tenir le sac en plastique. Mes dents claquaient si fort que j'ai cru qu'elles allaient se casser. C'était ça. C'était vraiment en train de se produire. Je suis resté assise là, dans l'obscurité, dans la neige, et je me suis enfin permis de ressentir tout ce que j'avais refoulé pendant des mois, des années, peut-être. Le regret m'a frappé en premier. Une vague si puissante qu'elle m'a coupé le souffle. Comment avais-je pu laisser ça arriver ? Comment m'étais-je permis de devenir si faible, si petite, si disposée à accepter les abus au nom de la famille ? J'étais forte autrefois. Je me défendais et je défendais les autres. J'avais travaillé aux urgences, pour l'amour de Dieu. J'avais vu des choses terribles et j'y avais survécu. J'avais élevé un enfant seul et j'avais bâti une belle vie. Quand avais-je perdu cette personne ? Quand étais-je devenu quelqu'un qui donnerait tout ce qu'elle avait et accepterait des miettes d'affection en retour ? La prise de conscience est venue ensuite, s'abattant sur moi comme la neige sur mes épaules. Jason ne reviendrait pas pour moi. Il n'y aurait pas de moment de lucidité où il se souviendrait qu'il m'aimait. Pas de scène dramatique où il réaliserait ce qu'il avait fait et viendrait en courant s'excuser. Ce fils, celui que j'avais élevé et pour qui j'avais tout sacrifié. Il était parti. Peut-être qu'il n'avait jamais vraiment existé.
Peut-être que je m'étais construit une image de qui je voulais qu'il soit au lieu de voir qui il était réellement. Un homme qui sourirait en détruisant sa mère. Un homme qui choisirait la cruauté de sa femme plutôt que son propre sang. Un homme qui pourrait me jeter dehors dans un blizzard la veille de Noël et ne rien ressentir. Le chagrin qui a suivi était si intense qu'il m'a coupé le souffle. Je ne pleurais pas seulement la mère que j'étais autrefois. Forte, capable et sûre d'elle. Je pleurais toutes les années que j'avais gaspillées à croire en une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Tous les sacrifices qui n'avaient rien signifié. Tout l'amour que j'avais déversé dans un fils qui avait appris à le voir comme une faiblesse au lieu d'une force. J'ai pensé à mon mari, Félix, parti depuis plus de 20 ans. Que penserait-il s'il pouvait me voir maintenant? Serait-il déçu que j'ai laissé ça arriver? Ou comprendrait-il, comme il le faisait toujours, que j'essayais juste de faire ce que font les mères, aimer inconditionnellement, donner sans fin, espérer éternellement? La neige continuait de tomber, s'accumulant sur mes genoux, mes épaules, mes cheveux. Je les regardais s'accumuler sur mes mains, les rendant blanches. Et j'ai pensé à quel point c'était beau, à quel point c'était paisible, à quel point tout devenait silencieux. Mes tremblements avaient ralenti, ce que je savais, grâce à ma formation d'infirmière, être un mauvais signe. Quand votre corps cesse de frissonner, cela signifie que vous perdez la lutte contre l'hypothermie. Cela signifie que votre température corporelle chute à des niveaux dangereux. Cela signifie que vous êtes en train de mourir. Quelqu'un me trouverait-il même? Ou deviendrais-je simplement une partie de la neige, invisible, oubliée, une autre tragédie que personne n'a remarquée avant qu'il ne soit trop tard? C'est peut-être ce que je méritais. C'est peut-être le karma d'avoir été assez stupide pour faire confiance. D'avoir été assez faible pour les laisser m'utiliser. D'avoir été assez stupide pour tout donner sans me protéger d'abord. J'ai pensé aux petits-enfants, probablement en train d'ouvrir des cadeaux en ce moment même dans leur maison chaude. Se souviendraient-ils de moi? Jason leur dirait-il que je suis juste parti, que j'ai disparu un jour sans dire au revoir? Grandiraient-ils en pensant que leur grand-mère ne les aimait pas assez pour rester? L'ironie m'a donné envie de rire. Mais j'avais trop froid, trop fatigué. Je les avais trop aimés. C'était ça le problème. Je les avais tous trop aimés, et ça m'avait détruite. Mes yeux devenaient lourds. Le froid ne faisait plus mal, ce que mon cerveau d'infirmière a reconnu comme un autre terrible signe. Je m'éteignais. Mon corps abandonnait, conservant le peu de chaleur qui restait pour mes organes vitaux, sacrifiant d'abord mes extrémités. Depuis combien de temps étais-je assise ici? Des minutes? Des heures? Le temps avait perdu tout sens dans l'obscurité blanche. J'ai laissé mes yeux se fermer un instant, pensant à toutes les choses que je ne ferais jamais maintenant, ne plus jamais voir un autre lever de soleil, ne plus jamais lire un autre livre, ne plus jamais avoir chaud, ne plus jamais avoir la chance de reconstruire, de redevenir cette femme forte, de prouver que j'étais plus que ce à quoi il m'avait réduite. Quel gâchis! 71 ans de vie se terminant sur un banc de parc à Naperville parce que j'avais aimé les mauvaises personnes. Mais ensuite, quelque chose m'a fait rouvrir les yeux. Un instinct, une partie têtue de moi qui n'était pas tout à fait prête à abandonner. Et c'est là que je l'ai vu, une silhouette titubant dans la neige, se déplaçant de manière erratique, anormale. Même à travers l'obscurité et la neige qui tombait, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas du tout. Elle était pieds nus. Mon cerveau, engourdi par le froid, a mis un moment à traiter ce que je voyais. Une jeune femme, peut-être dans la vingtaine, titubait dans la neige dans ce qui ressemblait à une robe de soirée. Le tissu était fin, complètement inapproprié pour ce temps, et il était trempé, collant à son corps. Mais ce qui a fait s'arrêter mon cœur, c'étaient ses pieds, nus, complètement nus, marchant dans une neige qui faisait maintenant plusieurs centimètres d'épaisseur. Elle était peut-être à 20 mètres, se déplaçant d'une manière non coordonnée que j'ai immédiatement reconnue de mes années aux urgences, confusion, désorientation, le genre de mouvement qui signifiait que le cerveau ne recevait pas assez d'oxygène, ne fonctionnait pas correctement. Elle a fait 3 pas de plus, puis ses jambes ont lâché. Elle s'est effondrée dans la neige comme une marionnette dont les ficelles auraient été coupées. Quelque chose en moi, une partie profondément ancrée de qui j'étais, s'est réveillée en sursaut. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes n'ont pas coopéré au début. Elle s'était raidie d'être restée assise dans le froid si longtemps. Je me suis forcé à me lever en m'appuyant sur le banc. Mon propre corps criant de protestation. Chaque mouvement faisait mal. Chaque respiration brûlait. Mais j'ai bougé quand même.
J'ai titubé dans la neige vers elle, mes chaussons inutiles se remplissant de glace. Mes pieds brûlaient de douleur alors que la circulation tentait, en vain, de revenir. Il m'a fallu ce qui a semblé une éternité pour couvrir ces 20 mètres. Et au moment où je l'ai atteinte, elle avait complètement cessé de bouger. Elle était allongée face contre terre dans la neige, ses cheveux sombres étalés autour de sa tête comme un halo. Je suis tombé à genoux à côté d'elle, ma formation d'infirmière me revenant malgré tout. « M'entendez-vous » ai-je dit, ma voix rauque à cause du froid. Je l'ai retournée sur le dos, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ses lèvres étaient bleues. Non pas un peu bleues, mais violette foncée, la couleur d'une hypothermie sévère. Son visage était pâle, presque gris. Et quand j'ai pressé mes doigts sur son cou pour vérifier son pouls, sa peau était comme de la glace. Mais il y avait un pouls. Faible, lent, mais il y était. Elle était vivante, mais à peine. Ses yeux ont papilloté une seconde, flous et vitreux. Elle a essayé de dire quelque chose, mais ce n'est sorti que comme un murmure de souffle. J'ai regardé ses pieds et j'ai eu envie de pleurer. Ils étaient violets, couverts de neige, et quand je les ai touchés doucement, ils étaient durs de froid, des engelures. Des engelures sévères. Cette femme allait perdre ses orteils au minimum si elle ne se réchauffait pas immédiatement. Mes propres pieds étaient en mauvais état aussi. Mais je portais quelque chose, au moins. Et soudain, à ce moment-là, assise dans la neige à côté de cette étrangère mourante, j'ai fait un choix. J'ai délacé mes bottes. Enfin, ce n'était pas vraiment des bottes, juste ces chaussons avec des semelles en caoutchouc, mais c'était mieux que rien. Mes doigts étaient si engourdis qu'il m'a fallu 3 essais pour les enlever. Puis, aussi doucement que possible, je les ai glissés sur ses pieds gelés. Ce n'était pas assez. Je savais que ce n'était pas assez. J'ai enlevé mon cardigan, la seule chose qui me tenait un peu au chaud, et je l'ai enroulé autour de ses épaules. Puis, j'ai enlevé mon écharpe, celle que Félix m'avait donnée il y a des années, et je l'ai enroulée autour de son cou. Le froid m'a frappé comme un mur. Sans ces minces barrières, j'étais complètement exposé au vent et à la neige. Mon corps a recommencé à trembler, violemment, et j'ai su que je venais de signer mon propre arrêt de mort. Il n'y avait aucun moyen que je survive maintenant. Mais en regardant cette jeune femme, son visage violet et ses pieds gelés, je ne pouvais rien faire. Après tout ce qui s'était passé ce soir, après avoir été jeté comme un déchet, après avoir tout perdu, j'avais besoin de faire quelque chose de bien. Quelque chose qui comptait, quelque chose qui prouvait que j'étais encore humaine, encore capable de compassion, même si ma propre famille ne l'était pas. Au secours, et j'essayais de crier, mais ma voix est sortie faible, avalée par le vent. Quelqu'un, au secours. Le parc était vide. Tout le monde était à l'intérieur, au chaud et en sécurité avec sa famille. Personne ne venait. J'ai tiré la jeune femme contre moi, essayant de partager le peu de chaleur corporelle qu'il me restait. Ce n'était pas grand-chose. Je faisais probablement plus de mal que de bien, puisant le peu de chaleur qu'elle avait dans mon propre corps gelé. Mais je ne pouvais pas la laisser là, dans la neige. « Reste avec moi », ai-je murmuré, même si je n'étais pas sûr qu'elle puisse m'entendre. « Tu vas t'en sortir. Reste juste avec moi. » Ses yeux se sont de nouveau ouverts, à peine, et elle m'a regardé. Vraiment regardé. Et puis, si doucement que j'ai failli le manquer, elle a parlé. « Evelyne » a-t-elle murmuré. « Mon nom ?» Elle avait dit mon nom. « Comment connaissez-vous mon nom » ai-je demandé. Mais elle avait déjà refermé les yeux. La panique m'a envahi. Comment savait-elle qui j'étais? Nous étions-nous déjà rencontrés? Je n'avais jamais vu cette femme de ma vie. Mais elle me connaissait. D'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle me connaissait. Avant que je puisse traiter cela, avant même de pouvoir commencer à comprendre, j'ai entendu quelque chose. Des pas craquant dans la neige, courant. Ici, a crié une voix. Elle est ici. 2 silhouettes sont sorties de l'obscurité, se déplaçant rapidement. Un homme et une femme, tous deux portant de lourds manteaux et des bottes. Ils se sont précipités vers nous, et la femme est tombée à genoux à côté de la jeune femme que je tenais. On l'a, a dit la femme doucement, en écartant mes bras. Ça va. On l'a. Elle a besoin d'un hôpital, ai-je dit entre des dents qui claquaient. Hypothermie sévère, engelure. Sa température corporelle est dangereusement basse. On sait, a dit l'homme, soulevant déjà la jeune femme dans ses bras comme si elle ne pesait rien.
On l'emmène maintenant. Attendez, ai-je dit. Elle connaissait mon nom. Comment connaissait-elle mon nom? Mais il s'éloignait déjà, l'emportant à travers la neige. La femme a jeté un regard en arrière une fois, son expression illisible, puis ils ont disparu, s'évanouissant dans l'obscurité comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis resté seul dans la neige, ne portant qu'une fine chemise et un pantalon, sans chaussures, sans manteau, sans écharpe. Tout ce que j'avais, je l'avais donné à une étrangère qui, d'une manière ou d'une autre, savait qui j'étais. Le froid était absolu maintenant. Je ne sentais plus rien en dessous de mon cou. Ma vision commençait à se brouiller sur les bords. C'était ça. C'était vraiment la fin. Mais d'une manière ou d'une autre, incroyablement, je me sentais plus légère, paisible, presque. J'avais aidé quelqu'un. Dans mes derniers instants, j'avais fait quelque chose qui comptait. J'avais choisi la compassion plutôt que l'autopréservation. J'avais prouvé, ne serait-ce qu'à moi-même, que j'étais toujours la personne que j'étais. La neige continuait de tomber, et je me suis adossé à un arbre, fermant les yeux. Je me demande si c'est ça, mourir. Ai-je pensé? Pas douloureux, juste fatigué. Si terriblement fatigué. L'obscurité a commencé à s'insinuer sur les bords de ma conscience, et je l'ai laissé venir. Il n'y avait plus rien pour quoi se battre de toute façon. Mais ensuite, j'ai entendu autre chose. Quelque chose qui n'avait aucun sens. Le bruit de moteurs, de plusieurs moteurs, de plus en plus fort. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, plissant les yeux à travers la neige. Et ce que j'ai vu m'a fait penser que j'étais déjà morte et que j'hallucinais. Des phares, des dizaines de phares, venant vers moi à travers le parc. Je pensais que j'hallucinais, que l'hypothermie avait finalement poussé mon cerveau au-delà de la réalité. Mais les phares continuaient d'arriver, le bruit des moteurs continuait de s'amplifier, et puis ils étaient là, réellement là. 19 Range Rover noirs identiques, roulant dans le parc en formation parfaite. Ils se déplaçaient lentement, délibérément, leurs phares fendant la neige qui tombait comme des projecteurs. Un par un, ils ont formé un demi-cercle autour de la zone où j'étais assise, affalée contre l'arbre. Les moteurs se sont coupés simultanément, et pendant un instant, il n'y a eu que le silence, la neige et ma propre respiration saccadée. Puis les portières ont commencé à s'ouvrir. Des gens sont sortis de chaque Range Rover. Des hommes et des femmes en manteau sombre, à l'attitude professionnelle, se tenant au garde à vous comme une sorte de service de sécurité. Mais ils ne se sont pas approchés de moi. Ils sont juste restés là, attendant, formant une barrière humaine entre moi et le reste du parc. La portière du Range Rover central s'est ouverte et quelqu'un en est sorti. Même à travers ma vision floue, même à travers la neige et l'obscurité, j'ai pu voir qui c'était, l'étrangère aux pieds nus. Mais elle n'était plus pieds nus. Elle portait mes chaussons. Et elle ne titubait pas, n'était pas confuse ou mourante. Elle marchait vers moi avec une parfaite assurance, portant maintenant un lourd manteau, les cheveux tirés en arrière, l'air complètement en contrôle. Elle était suivie par les deux personnes qui l'avaient emportée. Ils marchaient de chaque côté d'elle comme des gardes du corps. J'ai essayé de parler, de demander ce qui se passait, mais ma mâchoire était gelée. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder cette femme que j'avais essayé de sauver marcher vers moi d'un pas sûr et déterminé. Elle s'est agenouillée devant moi, et j'ai vu son visage clairement pour la première fois. Jeune, belle, avec des yeux sombres qui contenaient quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la gratitude, peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Bonjour, Evelyne », a-t-elle dit, sa voix claire et forte. Rien à voir avec le murmure que j'avais entendu auparavant. Je m'appelle Léa Ward. Le nom ne me disait rien. Devrait-il? Vous êtes probablement confuse en ce moment, a poursuivi Léa, et il y avait de la chaleur dans sa voix, une vraie chaleur, et vous avez très, très froid. Alors, je vais vous expliquer rapidement et ensuite on va vous mettre au chaud. D'accord? J'ai réussi le plus petit des hochements de tête. Chaque veille de Noël, depuis 7 ans, je fais quelque chose que mon thérapeute n'approuverait probablement pas, a dit Léa. Je m'habille comme quelqu'un en détresse et je me promène dans des quartiers riches jusqu'à ce que quelqu'un m'aide ou m'ignore. C'est ma façon de tester l'humanité, de voir si la compassion existe encore dans un monde qui semble souvent cruel et indifférent. Mon cerveau, lent et engourdi, a essayé de traiter cela. Un test. C'était un test. La plupart des années, les gens m'ignorent, a poursuivi Léa. Ils voient une femme en robe de soirée dans la neige et ils détournent le regard.
Ils traversent la rue. Ils font comme s'ils ne voyaient rien. Mais vous, Evelyne, vous étiez vous-même en train de mourir. Vous geliez sur ce banc, et vous m'avez quand même tout donné. Elle a montré les chaussons à ses pieds, le manteau qu'une de ces personnes tenait. Mon manteau, trempé de neige. Vous m'avez donné vos chaussures, votre manteau, votre écharpe. Vous m'avez tenu et avez essayé de me réchauffer, même si cela signifiait vous sacrifier. Vous avez appelé à l'aide, même si votre voix n'était qu'un murmure. Et quand mes gens sont venus me chercher, la première chose que vous avez dite, la toute première, c'était un conseil médical. Vous leur avez parlé d'hypothermie et d'engelure. Vous étiez une infirmière essayant de sauver une patiente. Même dans vos derniers moments. Des larmes gelaient sur mes joues. Je n'avais même pas réalisé que je pleurais. Je vous observe, Evelyne, a dit Léa, et sa voix s'est adoucie. Non seulement ce soir, mais depuis des semaines. Je connais votre situation, ce que votre fils et sa femme vous font, l'argent qu'ils ont volé, la dette qu'ils ont mise à votre nom et la façon dont ils vous ont brisé pièce par pièce. Comment pouvait-elle savoir tout ça? Je suis une femme très riche, a dit Léa comme si elle lisait dans mes pensées. Et j'utilise cette richesse pour trouver des gens qui ont besoin d'aide, des gens qui ont été abandonnés par leur famille, des gens qui ont tout donné et n'ont rien reçu en retour. Des gens comme vous. Elle a tendu la main et a pris mes mains gelées dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, incroyablement chaudes, et je pouvais sentir de la chaleur en rayonner. Ce que vous avez fait ce soir, donner tout à une étrangère alors que vous n'aviez plus rien à donner. Cela m'a montré exactement qui vous êtes. Non pas qui votre fils vous a fait croire que vous étiez. Non pas la femme brisée qu'ils ont essayé de créer. Mais qui vous êtes vraiment, au fond de vous. Compatissante, forte, altruiste de la meilleure façon possible. Je voulais lui dire que je n'étais pas forte, que je les avais laissés me détruire, que j'avais été faible, stupide et pathétique, mais je ne pouvais pas faire fonctionner ma bouche. J'ai une proposition à vous faire, Evelyne, a dit Léa. Et maintenant, sa voix a pris une qualité différente. Une intention sérieuse. Vous pouvez rester ici et mourir de froid dans ce parc. Vous pouvez laisser cela être la fin de votre histoire. Ou vous pouvez venir avec moi. Venir avec moi. Ces trois mots flottaient dans l'air comme une bouée de sauvetage. Si vous venez avec moi, je peux vous offrir de la chaleur, de la sécurité, des soins médicaux, un endroit où vivre. Mais plus que ça, je peux vous offrir un but, une chance d'aider d'autres personnes qui traversent ce que vous avez traversé, une chance de transformer votre douleur en quelque chose de significatif. Elle s'est penchée plus près et j'ai pu voir une sincérité absolue dans ses yeux. Je ne vous offre pas la charité, Evelyne. Je vous offre un travail, une mission, une raison de continuer à vivre qui n'a rien à voir avec votre fils, votre belle-fille ou quiconque vous a blessé. Je vous offre la chance de redevenir vous-même. La femme forte, capable et compatissante que vous étiez avant qu'il n'essaie de vous briser. Ma vision s'estompait sur les bords. Je sentais ma conscience s'échapper. C'était ma dernière chance, mon dernier moment pour faire un choix. Mourir dans la neige, oublié et seul, ou prendre la main de cette femme et voir ce qui allait suivre. J'ai pensé au sourire narquois de Jason, à la cruauté de Kelsey, au fait d'être jeté comme un déchet la veille de Noël, au fait de tout donner et de ne rien recevoir. Et puis j'ai pensé à l'étrangère aux pieds nus que j'avais essayé de sauver, au fait d'enlever mes chaussures pour quelqu'un qui en avait plus besoin, au fait de choisir la compassion même si cela me coûtait tout. C'est peut-être qui j'étais vraiment. Non pas la victime, non pas l'idiote, mais quelqu'un qui aidait les gens même quand ça faisait mal. J'ai regardé Léa Ward, cette femme mystérieuse avec ses 19 Range Rover noirs, son étrange rituel de la veille de Noël et son offre de salut. Et avec le dernier de mes forces, j'ai serré sa main. Oui, a dit cette pression. Oui, je viendrai avec vous. Oui, je choisis de vivre. Léa a souri, et cela a transformé tout son visage. Bien, a-t-elle dit. Parce que le monde a besoin de plus de gens comme vous, Evelyne, et vous n'avez pas encore fini. Loin de là. Elle a fait un geste à ses gens. Et soudain, il y avait des couvertures chaudes qui m'enveloppaient, des mains douces qui me soulevaient, me transportant vers l'un de ces Range Rover noirs. La dernière chose que j'ai vue avant qu'il ne me place à l'intérieur, c'est le parc où j'avais failli mourir, disparaissant déjà derrière nous alors que nous nous éloignions, loin de Naperville, loin de Jason et Kelsey et de cette maison que mon argent avait construite. Loin de la vie qui avait essayé de me tuer, vers quelque chose de nouveau,
quelque chose que je ne pouvais même pas encore imaginer, mais quelque chose qui était à moi. Je ne me souviens pas beaucoup du trajet. Il y avait des couvertures chaudes, tellement de couvertures chaudes enroulées autour de moi que je me sentais comme dans un cocon. Quelqu'un a tenu un sac chauffant contre ma poitrine, un autre contre mes pieds. Des voix parlaient d'un ton calme et professionnel, discutant de mes symptômes, de mes signes vitaux, de ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai dérivé entre conscience et inconscience, mon corps cédant enfin à l'épuisement qu'il combattait depuis des heures, des mois, vraiment, peut-être des années. Quand j'ai rouvert les yeux, nous ne bougions plus. La portière du Range Rover s'est ouverte et j'ai vu que nous étions devant un magnifique bâtiment dans ce qui ressemblait à Lincoln Park. J'ai reconnu le quartier de mes années de travail à Chicago. De vieux arbres bordaient les rues et les bâtiments avaient cette élégance historique qui parlait d'argent et de permanence. Doucement, a dit quelqu'un en m'aidant à sortir du véhicule. On vous tient. Ils m'ont porté à travers de hautes portes et dans un hall qui m'a coupé le souffle. Des planchers en bois chaud, un éclairage doux, des meubles confortables disposés en zone de conversation. Cela ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à autre chose. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la chaleur, une chaleur réelle et pénétrante qui semblait s'infiltrer dans mes os. Ils m'ont emmené dans une chambre au 3e étage, et si le hall m'avait impressionné, cet espace m'a donné envie de pleurer. C'était un appartement, pas seulement une chambre. Un appartement complet avec un salon, une chambre, une salle de bain avec une baignoire, et des fenêtres qui donnaient sur la rue bordée d'arbres en contrebas. « Réchauffons-vous correctement », a dit une femme en blouse, apparaissant à mes côtés. Elle avait des yeux bienveillants et des mains compétentes. Une infirmière, ai-je réalisé, comme je l'étais autrefois. L'heure suivante a été un tourbillon de soins médicaux. Ils ont examiné mes pieds, mes mains, vérifiant les dommages causés par les engelures. Ils m'ont enveloppé dans d'autres couvertures chauffantes. Ils m'ont donné des liquides chauds à boire lentement, augmentant soigneusement ma température corporelle à un rythme sûr. Ils ont surveillé mon rythme cardiaque, ma tension artérielle, toutes les choses que j'aurais faites pour un patient en hypothermie dans mes urgences. J'étais la patiente maintenant. C'était étrange. « Vous allez vous en sortir », a dit l'infirmière, et j'ai entendu un soulagement sincère dans sa voix. « 1 heure de plus dans ce froid et on aurait une conversation différente, mais vous allez bien. » Bien. Quel mot étrange. J'avais été beaucoup de choses au cours des 2 dernières années, mais, bien, n'en avait jamais fait partie. Une fois qu'ils ont été satisfaits que j'étais stable, ils m'ont laissé seul pour me reposer. Je suis resté allongé dans ce lit confortable, avec ses draps doux et ses couvertures chaudes, fixant le plafond, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Il y a quelques heures à peine, j'avais été jeté de la maison de mon fils. J'étais en train de mourir dans la neige. J'avais donné mes derniers biens à une étrangère. Et maintenant, j'étais ici, dans ce bel appartement, pris en charge par des gens qui ne me connaissaient même pas. Cela ressemblait à un rêve. Ou peut-être que tout ce qui s'était passé avant était le rêve et que je me réveillais enfin. J'ai dû m'endormir, car la chose suivante que je sais, c'est que la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres. Je me suis assise lentement, mon corps endolori mais chaud, et j'ai trouvé des vêtements frais posés sur une chaise à côté du lit, un pantalon doux, un pull confortable, des chaussettes épaisses, le tout à ma taille. Après m'être habillé et avoir lavé mon visage dans cette belle salle de bain, on a frappé à la porte. Léa Ward se tenait dans le couloir, tenant 2 tasses de café. « Puis-je entrer » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, ne faisant toujours pas tout à fait confiance à ma voix. Elle s'est installée dans l'un des fauteuils près de la fenêtre et m'a fait signe de prendre l'autre. Je me suis assise, acceptant le café qu'elle m'offrait, enroulant mes mains autour de la tasse chaude. « Comment vous sentez-vous » a demandé Léa. Confuse, ai-je admis. Et reconnaissante, mais surtout confuse. Elle a souri. C'est normal. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est cet endroit, et peut-être que les choses auront plus de sens. Elle a fait un geste vers le bâtiment qui nous entourait. C'est l'une des nombreuses propriétés appartenant à la Fondation Ward. Ma fondation. Nous fournissons des logements et des services de soutien aux personnes âgées qui ont été exploitées financièrement ou maltraitées émotionnellement par leur famille. J'ai senti ma poitrine se serrer. Elle l'avait dit si simplement. Exploité, maltraité. Des mots que je n'avais jamais voulu appliquer à ma propre situation. On a commencé il y a 7 ans, après la mort de ma grand-mère, a poursuivi Léa, la voix douce. Elle vivait avec ma tante, qui a passé des années à vider ses comptes,
a contracté des prêts à son nom, la convainquant qu'elle était un fardeau. Au moment où on l'a découvert, ma grand-mère n'avait plus rien. Pas d'argent, pas de dignité, pas de volonté de se battre. « Je suis désolé », ai-je murmuré. « Moi aussi », a dit Léa. Mais ça m'a appris quelque chose d'important. Ce qui est arrivé à ma grand-mère arrive à des milliers de personnes âgées chaque année. Des enfants adultes qui voient leurs parents vieillissant comme des ressources à extraire plutôt que des personnes à respecter. Et la plupart du temps, personne n'aide parce que les gens supposent que les affaires de famille doivent rester privées. Elle s'est penchée en avant, ses yeux sombres intenses. La Fondation Ward existe pour prouver le contraire. On trouve des gens comme vous, Evelyne. Des gens qui ont tout donné à leur famille et qui ont été rejetés en retour. On leur offre la sécurité, un logement, un soutien juridique, des conseils financiers, et surtout, une communauté. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi moi en particulier? Parce que vous avez réussi le test, a dit simplement Léa. Chaque année, la veille de Noël, je sors pour chercher la preuve que la compassion existe encore. La plupart des années, je ne trouve rien. Les gens passent devant moi. Ils détournent les yeux. Ils font comme s'ils ne voyaient pas quelqu'un en détresse. Mais vous, même quand vous étiez vous-même en train de mourir, vous avez aidé. Ça m'a tout dit sur qui vous êtes. Elle a posé sa tasse de café et m'a regardé directement. Je vous offre un appartement ici, sans loyer, aussi longtemps que vous en aurez besoin. On vous aidera à régler la dette que votre fils a mise à votre nom. On vous fournira des conseils si vous le souhaitez, des soins médicaux, tout ce dont vous avez besoin pour reconstruire votre vie. Ça semblait trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège. Que voulez-vous en retour, ai-je demandé. Le sourire de Léa s'est élargi. Je veux que vous aidiez les autres. Vous avez été infirmière pendant 40 ans. Vous comprenez les soins aux personnes âgées, les besoins médicaux, et surtout, vous comprenez ce que ça fait d'être manipulé par sa famille. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous rend particulièrement qualifié pour aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Elle a sorti un dossier et me l'a tendu. Voici des informations sur notre programme de gestion de cas. On aide les personnes âgées à naviguer dans les systèmes juridiques, à déposer des ordonnances de protection, à récupérer des biens volés. On propose des conseils et des groupes de soutien, et on est toujours à la recherche de personnes qui peuvent s'identifier à nos résidents, qui peuvent les défendre, qui peuvent les aider à se souvenir qu'ils ne sont pas seuls. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes, parcourant les informations à l'intérieur, des programmes d'alphabétisation financière, des groupes de soutien pour les ruptures familiales, des cliniques juridiques spécialisées dans la maltraitance des personnes âgées. C'était complet, professionnel et exactement ce que j'aurais aimé exister quand j'en avais besoin. Vous n'avez pas à décider tout de suite, a dit doucement Léa. Prenez le temps de guérir, de reprendre des forces. Mais sachez qu'il y a une place pour vous ici, Evelyne. Non seulement en tant que résidente, mais en tant que partie de notre mission. J'ai regardé cette jeune femme qui m'avait testé dans la neige, qui avait bâti toute une fondation pour aider des gens comme moi. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Je veux aider, ai-je dit, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je veux faire partie de ça. Léa a tendu la main et a serré la mienne. Bien, parce que vous êtes exactement le genre de personne dont on a besoin. Alors qu'elle se levait pour partir, j'ai eu une dernière question. Est-ce que Jason sait où je suis? Son expression a changé, devenant soigneusement neutre. Non, et il ne le saura pas à moins que vous ne le vouliez. Vous êtes en sécurité ici, Evelyne. Complètement en sécurité. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Après son départ, je suis resté assise près de la fenêtre, regardant les rues de Chicago en contrebas. Quelque part à travers cette ville, à Naperville, Jason et Kelsey se réveillaient probablement pour le matin de Noël, ouvrant des cadeaux, prenant leur petit déjeuner, menant leur vie comme s'ils n'avaient pas jeté une femme à la mort la nuit précédente. Ils pensaient que j'étais partie, disparue, peut-être même morte. Mais j'étais là, vivante, au chaud, en sécurité, et pour la première fois depuis que j'avais vendu ma maison et déménagé à Naperville, j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, j'allais m'en sortir. La première semaine, j'ai surtout dormi. Mon corps en avait besoin. L'hypothermie m'avait plus affecté que je ne le pensais, et les années de stress qui avaient précédé m'avaient laissé épuisé d'une manière qui allait au-delà de la fatigue physique.
J'ai donc dormi et mangé les repas qui apparaissaient à ma porte, et j'ai lentement senti mes forces revenir. La deuxième semaine, j'ai commencé à m'aventurer hors de mon appartement. Le bâtiment avait un espace commun au deuxième étage, et c'est là que je les ai rencontrés. D'autres résidents de la Fondation Ward, d'autres personnes qui avaient été rejetées par leur famille. Il y avait Dorothy, 78 ans, dont la fille avait falsifié sa signature sur une hypothèque inversée et avait disparu avec l'argent. Il y avait Frank, 82 ans, dont le fils l'avait convaincu de signer une procuration puis avait vendu sa maison pendant qu'il était à l'hôpital. Il y avait Patricia, 69 ans, dont toute la famille avait systématiquement vidé son compte de retraite sur 5 ans. Toujours avec une nouvelle urgence, une nouvelle crise, une nouvelle raison pour laquelle elle devait aider. Leurs histoires étaient mon histoire. Des détails différents, le même schéma. Des membres de la famille qui voyaient l'amour comme un levier et la loyauté comme une faiblesse. Le plus difficile, a dit Dorothy lors d'une de nos séances de groupe, c'est d'accepter qu'ils voulaient vous faire du mal, que ce n'était pas une erreur ou un malentendu. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. J'ai compris ça parfaitement. Les acrobaties mentales que j'avais faites, essayant d'excuser le comportement de Jason, essayant de blâmer entièrement Kelsey, essayant de me convaincre que mon fils m'aimait encore quelque part au fond de lui. La vérité était plus simple et plus douloureuse. Il avait choisi de me faire du mal à plusieurs reprises, délibérément. Léa dirigeait elle-même certaines des séances de groupe, et en la regardant interagir avec les résidents, j'ai commencé à mieux la comprendre. Ce n'était pas seulement un projet de charité pour elle. C'était personnel. C'était sa façon de sauver sa grand-mère rétroactivement en sauvant tout le monde. Vous n'êtes pas responsable de la réparation des personnes brisées, a-t-elle dit lors d'une séance. Votre travail est de vous protéger et d'établir des limites. L'amour n'exige pas le sacrifice au point de l'autodestruction. Ces mots m'ont frappé comme une révélation. J'avais passé toute ma vie d'adulte à croire que les bonnes mères sacrifiaient tout, que l'amour signifiait donner jusqu'à ne plus rien avoir. Mais Léa disait quelque chose de différent. Elle disait que l'autopréservation n'était pas de l'égoïsme, que les limites n'étaient pas de la trahison. C'était une leçon difficile à apprendre à 71 ans, mais j'essayais. La troisième semaine, Léa m'a demandé d'assister à des entretiens d'admission. On évalue une nouvelle résidente, a-t-elle expliqué. Une femme dont la famille l'a exploitée financièrement. Je pense qu'entendre quelqu'un qui a vécu ça pourrait l'aider à se sentir moins seule. La femme s'appelait Grace et elle avait 65 ans. Avec des yeux bienveillants et des mains tremblantes, elle nous a raconté son histoire d'une voix calme, un fils qui avait emménagé après son divorce, qui avait promis que c'était temporaire, qui avait lentement pris le contrôle de ses finances jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Je me suis vu dans chaque mot qu'elle a prononcé. Ils vous font sentir que vous exagérez, a dit Grace, des larmes coulant sur son visage. Comme si vous étiez égoïste de vouloir votre propre argent, votre propre espace, votre propre vie. Ils vous font sentir que vous êtes le problème. Vous n'êtes pas le problème, ai-je dit, et ma voix est sortie plus forte que prévu. Ce sont eux. Et vous n'êtes pas seul. Ce qu'ils vous ont fait. C'est de la violence. De la violence financière, de la violence émotionnelle, et vous ne méritiez rien de tout ça. Grace m'a regardé comme si je lui avais tendu une bouée de sauvetage. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon expérience, aussi douloureuse soit-elle, avait de la valeur. Je pouvais l'utiliser pour aider les autres, pour valider leurs sentiments, pour leur montrer que la survie était possible. Après ça, je me suis davantage impliqué dans le travail de la fondation. Léa m'a demandé mon avis sur les procédures d'admission. Comment évaluer si quelqu'un est exploité? Quels signes avant-coureurs les gestionnaires de cas devraient-ils rechercher? Comment aider quelqu'un qui a été conditionné à défendre son agresseur? Je connaissais les réponses parce que je les avais vécues. J'ai aidé à développer des protocoles de sécurité. Comment protéger les résidents des membres de leur famille qui se présentent en exigeant un accès? Comment créer des limites sans créer de restrictions de type carcéral? Comment équilibrer compassion et protection? J'ai commencé à animer des groupes de soutien, partageant ma propre histoire, écoutant les autres partager la leur, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Plus je parlais de ce que Jason et Kelsey m'avaient fait, moins ces souvenirs avaient de pouvoir sur moi. La honte a commencé à se dissiper. La culpabilité a commencé à s'estomper. Et sous tout ça, j'ai trouvé de la colère. De la bonne colère, saine, face à ce qu'ils avaient fait. Non pas le genre de colère qui vous détruit, mais le genre qui clarifie.
Le genre qui dit « c'était mal et je méritais mieux et je ne laisserai plus jamais personne me traiter de cette façon ». Léa a remarqué le changement en moi. « Vous revenez à vous-même », a-t-elle dit un après-midi autour d'un café dans son bureau. Je le vois. La femme que vous étiez avant qu'il ne vous brise. Elle est toujours là. Je ne sais pas si je suis la même personne, ai-je admis. Trop de choses se sont passées. Vous n'êtes pas censé être la même personne, a dit Léa. Vous êtes censé être meilleure, plus forte, plus sage. Vous prenez la douleur et vous la transformez en but. C'est comme ça qu'on gagne. Gagner. Je n'y avais pas pensé en ces termes. Mais elle avait raison. Il ne s'agissait pas de vengeance au sens traditionnel du terme. Il s'agissait de me réapproprier, de prouver qu'ils ne m'avaient pas détruite, de construire quelque chose de significatif à partir des décombres de ce qu'ils avaient fait. J'ai commencé à travailler avec l'équipe juridique de la Fondation, apprenant les lois sur la maltraitance des personnes âgées, les statuts sur l'exploitation financière, les ordonnances de protection. J'ai appris à documenter les abus, à recueillir des preuves, à aider d'autres personnes âgées à se défendre contre les membres de leur famille qui les avaient volées. Et j'ai appris autre chose, quelque chose d'important. J'étais doué pour ce travail, vraiment doué. Mon expérience d'infirmière m'a aidé à comprendre la vulnérabilité médicale. Ma propre expérience m'a aidé à comprendre la manipulation émotionnelle. Et quelque chose en moi qui était en sommeil depuis des années, un instinct protecteur féroce, est revenu en force. Je ne survivais plus seulement. Je m'épanouissais. J'avais un but qui n'avait rien à voir avec Jason, Kelsey ou quiconque m'avait blessé. J'avais une communauté de gens qui comprenaient. J'avais un travail significatif qui faisait une différence. Et j'avais autre chose aussi, quelque chose que j'avais perdu en cours de route à Naperville. Je m'étais retrouvé. La femme qui avait travaillé aux urgences pendant 40 ans. La femme qui avait élevé un enfant seul. La femme qui avait survécu à la perte de son mari et avait continué. Elle avait été ensevelie sous des années d'abus et de manipulation. Mais elle n'était pas partie. Elle était là, dans ce bâtiment, dans ce travail, dans cette nouvelle vie. Et elle était prête pour ce qui allait suivre. 3 mois après la veille de Noël, mon téléphone a sonné avec un numéro que je reconnaissais, le numéro de Jason. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus du bouton de refus. Mais Léa, assise en face de moi dans la salle commune, a secoué la tête. « Répondez », a-t-elle dit doucement. « Vous êtes prête ?» Je n'étais pas sûr d'être prête, mais j'ai répondu quand même. « Maman. » La voix de Jason est passée, et elle sonnait différemment. Tendue, désespérée. « Maman, il faut que je te parle. On a besoin de ton aide. » Et juste comme ça, j'ai su que quelque chose s'était passé. Quelque chose de grave. Et il venait à moi pour être sauvé, comme il l'avait toujours fait. Sauf que cette fois, tout était différent. Cette fois, j'étais différente. « Maman, tu es là. » La voix de Jason semblait faible à travers le téléphone, fragile. Rien à voir avec le ton froid et confiant qu'il avait utilisé quand il m'avait jeté dehors. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je suis là. Dieu merci. » Le soulagement a inondé sa voix. « Maman, il faut qu'on parle. C'est important. On peut se rencontrer quelque part ?» J'ai regardé Léa, qui me regardait avec des yeux calmes et encourageants. Elle a légèrement hoché la tête. « D'accord, ai-je dit. Il y a un café sur Clark Street demain à 14 heures. » Je lui ai donné l'adresse et j'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. L'ancienne Evelyne aurait immédiatement demandé ce qui n'allait pas, se serait précipitée pour offrir de l'aide avant même d'entendre le problème. Mais la nouvelle Evelyne, celle qui avait passé 3 mois à se reconstruire, savait mieux. Quelle que soit leur crise, ce n'était plus mon urgence. Le lendemain, je suis arrivé au café 15 minutes en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre. Léa avait proposé de venir avec moi, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. Jason est entré à 14 heures pile, et je l'ai à peine reconnu. Il avait l'air terrible. Ses vêtements étaient froissés, son visage tiré, ses yeux portant le poids de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Il m'a repéré et s'est précipité, se glissant dans le fauteuil en face de moi. « Maman, je suis si content que tu ailles bien », a-t-il commencé. « On a essayé de te trouver pendant des mois. Personne ne savait où tu étais passé.
Je me suis inquiété à mort. Inquiété à mort? Les mots auraient signifié quelque chose autrefois. Maintenant, ils sonnaient creux. De quoi as-tu besoin, Jason? Il a tressailli à ma franchise. Je ne peux pas être juste content de te voir? Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Il s'est rapidement effondré. D'accord. D'accord, tu as raison. On a un problème. Un gros problème. La maison est en saisie. La banque la prend le mois prochain. La boutique de Kelsey a fait faillite. Je n'ai toujours pas trouvé de travail stable. On se noie, maman. Les cartes de crédit sont au maximum. Les voitures sont sur le point d'être reprises. Et on n'a nulle part où aller. Je vois. Je sais. J'ai tout gâché, a-t-il poursuivi, les mots sortant plus vite maintenant. Je sais que la veille de Noël, c'était mal. Kelsey était contrariée. Ses parents étaient là. Les choses se sont envenimées. Mais tu dois comprendre, on était sous une pression énorme. Et tu dois admettre que tu pouvais être difficile parfois. Voilà. Le rejet de la faute, les excuses, l'implication subtile que j'avais en quelque sorte mérité ce qu'ils ont fait. Alors, tu es ici parce que tu as besoin d'argent, ai-je dit doucement. Je suis ici parce que tu es ma mère, a dit Jason. Mais ses yeux disaient la vérité. Et je sais qu'il te reste quelques économies, peut-être de ta pension ou de la sécurité sociale. Tout ce que tu peux donner, ça nous aiderait à nous remettre sur pied. Juste assez pour rattraper les paiements de l'hypothèque. On ne demanderait pas si on n'était pas désespéré. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, et je n'ai ressenti qu'une tristesse lointaine. Cet homme m'avait tout pris. Ma maison, mon argent, ma dignité. Il m'avait jeté à la mort dans une tempête de neige, et maintenant il était assis là à en demander plus. Non, ai-je dit simplement. Non. Il avait l'air vraiment confus, comme si la possibilité ne lui était pas venue à l'esprit. Non, Jason. Je ne te donnerai pas d'argent. Ni maintenant, ni jamais. Son visage s'est durci. Alors, c'est ça? Tu vas laisser tes propres petits-enfants devenir sans abri parce que tu gardes rancune? Ces enfants ne sont pas ma responsabilité, ai-je dit, et ma voix était stable, claire. Ce sont les tiens. Tu as choisi de les avoir. Tu as choisi de dépenser de l'argent que tu n'avais pas. Tu as choisi de vider mes comptes et de mettre des dettes à mon nom. C'était tes choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste, a-t-il dit, la colère montant dans sa voix. Maintenant, le vrai Jason se montre. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a donné un endroit où vivre. Vous m'avez donné un endroit où vivre? Je me suis penché en avant. Je vous ai donné 400 000 $. J'ai payé votre hypothèque pendant des mois. J'ai acheté vos courses, j'ai fait le plein de votre réservoir, j'ai gardé vos enfants. Vous m'avez tout pris, et puis vous m'avez jeté quand je n'avais plus rien à donner. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé, et j'en ai fini de faire semblant. Le visage de Jason s'est tordu de frustration. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des ressources que j'avais compilées avec l'aide de la Fondation, programmes d'aide communautaire, banques alimentaires, services de soutien au logement, agences de placement, tout ce dont quelqu'un dans sa situation aurait besoin. Ce sont des ressources qui peuvent vous aider, ai-je dit en faisant glisser le dossier sur la table. Services sociaux, conseils financiers, logement d'urgence. Il y a des gens qui peuvent vous guider à travers ça, mais je ne suis pas l'une d'entre eux. Il a regardé le dossier comme si je lui avais tendu du poison. Tu ne vas vraiment pas nous aider? Je te donne des informations sur où obtenir de l'aide. C'est plus que ce que tu m'as donné quand tu m'as jeté dans un blizzard. Jason s'est levé brusquement, la chaise raclant le sol. Tu sais quoi? Tu as raison. Tu es égoïste. Kelsey avait raison sur toi depuis le début. Tu es amère et vindicative, et tu ne t'es jamais soucié de personne d'autre que de toi-même. Je l'ai regardé sortir en trompe du café, et je n'ai ressenti que du soulagement. L'ancienne Evelyne aurait cédé, aurait offert de l'argent que je n'avais pas, se serait sacrifiée à nouveau pour essayer de sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. Mais la nouvelle Evelyne a compris quelque chose d'important.
La compassion ne signifie pas laisser les gens vous détruire. L'amour n'exige pas l'autodestruction. Et certaines personnes ne vous verront comme précieux que lorsque vous aurez quelque chose qu'elles peuvent prendre. J'ai laissé le dossier sur la table et je suis sorti. 3 mois plus tard, je me tenais sur une scène devant 200 personnes lors de l'inauguration du nouveau complexe résidentiel pour personnes âgées de la Fondation Ward. C'était magnifique. Des appartements ultramodernes pour les personnes âgées fuyant l'exploitation financière, des bureaux de gestion de cas, des centres de conseil, des cliniques juridiques, tout ce dont nous avions rêvé lorsque nous avons commencé à le planifier il y a 1 an. Tout ce que j'avais aidé à concevoir. Quand j'ai été jeté de la maison de mon fils la veille de Noël, ai-je dit au micro, ma voix portant à travers la foule. Je pensais que ma vie était finie. J'avais 71 ans et rien, pas de maison, pas d'argent, pas de famille. J'étais prête à mourir dans la neige. Le public était silencieux, écoutant. Mais quelqu'un m'a vu cette nuit-là, quelqu'un qui a compris que la dignité n'est pas donnée par la famille. Ce n'est pas quelque chose qui peut être enlevé par des gens qui prétendent vous aimer. La dignité est quelque chose que vous choisissez pour vous-même chaque jour lorsque vous refusez d'accepter un traitement qui vous diminue. J'ai vu Léa au premier rang, souriant avec fierté. Ce bâtiment représente ce choix. Pour chaque personne âgée à qui on a dit qu'elle était un fardeau. Pour chaque personne qui a été exploitée par des membres de sa famille qui auraient dû la protéger. Pour tous ceux qui pensaient être seuls, vous n'êtes pas seuls. On vous voit. On vous croit. Et on est là pour vous aider à vous souvenir de qui vous êtes. Les applaudissements ont été tonitruants. En descendant de la scène, j'ai aperçu au fond de la foule Jason, Kelsey et leurs 2 enfants, l'air petit et mal à l'aise parmi tous ces gens célébrant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient venus, espérant probablement me culpabiliser pour que je les aide une fois de plus, espérant utiliser mon moment de triomphe pour me rappeler mes obligations. Mais je ne les ai pas reconnus. Je n'ai même pas fait de pause. J'ai passé devant eux comme s'ils étaient des étrangers, parce que c'est ce qu'ils étaient devenus. J'ai marché vers Léa, vers Dorothy, Frank, Patricia, Grace et tous les autres qui étaient devenus ma vraie famille, la famille choisie que j'avais construite à partir des cendres de celle qui m'avait brûlé. J'ai marché dans la lumière de ma nouvelle vie, laissant le passé derrière moi, non pas avec haine ou amertume, mais avec quelque chose de bien plus puissant. La clarté. Je savais qui j'étais maintenant. Pas la mère de Jason, pas la victime de Kelsey, pas une femme définie par ce que les autres m'avaient pris. J'étais Evelyn, survivante, défenseur, quelqu'un qui aidait les autres à se retrouver. Et ça, ai-je réalisé alors que le soleil perçait les nuages au-dessus de nous, c'était la meilleure des vengeances. Non pas de leur faire du mal, mais de devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais toucher.